Bonjour tout le monde et bienvenue sur, je devrais dire plutôt re-bienvenue parce que ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve autour de Radio Tom. C'est plus un retour et oui, je vous l'avais annoncé que j'allais maintenant faire des podcasts mensuels. Donc à chaque mois que j'allais tourner un petit podcast sur l'actualité de qu'est-ce qui s'était déroulé en compagnie de chroniqueurs et qu'on allait discuter ensemble. D'ailleurs, je vais vous annoncer tout de suite en entrée, dès en entrant, je vais vous parler de qui est-ce qui sera nos chroniqueurs pour ce fameux podcast pour le mois de mars. Alors, j'ai réussi à aller chercher deux chroniqueurs que j'aime bien, soit Charles Boisvert, il est de retour, vous vous rappelez de lui, il avait été longtemps, le chroniqueur sportif de Radio Tom, et puis il a décidé d'un peu léguer sa place à James Letourneau, qui prendra le poste de chroniqueur sportif, donc je vous l'annonce en même temps. Et Charles, lui, s'occupera plus du côté art et spectacle, donc beaucoup plus du côté musical avec sa chronique musique. Il va nous parler de ce qui se déroule. Évidemment, vous comprenez des spectacles, surtout avec ce qui s'est déroulé dernièrement, avec les annonces qui se sont faites le 31 mars dernier, que les spectacles sont un petit peu terminés, surtout dans la capitale nationale. La plupart de mes auditeurs sont dans ce coin-là, dans le coin de Québec. Donc voilà, mais ce sera mes deux chroniqueurs que vous pourrez entendre un petit peu plus loin dans l'émission. Donc voilà, les deux chroniqueurs seront nul autre que James Letourneau pour les sports et Charles Boisvert pour la musique. Ça ressemblera à ça pour le mois de mars. Peut-être que pour les prochains mois, j'aurai plus de chroniqueurs. Peut-être qu'il y a des mois, il y aura moins de chroniqueurs. Tout va dépendre des disponibilités des gens. Et puis voilà, donc ça ressemble à ça pour le podcast de ce mois-ci qui seront nos chroniqueurs. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui pour ce fameux podcast qui sort d'ailleurs la journée de Pâques. Donc je tiens à vous souhaiter déjà d'entrée de jeu joyeuse Pâques à tous, profitez-en. J'espère que vous allez en profiter en famille. Ou bien évidemment, vous pouvez pas vraiment en profiter autre chose qu'en famille. Évidemment, si vous habitez seul, vous avez le droit de voir une autre personne. La règle est permise même en des zones extrême urgence comme à Québec. Donc j'espère que vous profitez de cette belle journée, que vous m'écoutez ou vous avez profité. Peut-être que vous m'écoutez plus tard après justement Pâques. Donc peut-être que vous m'écoutez le lundi pascal ou les mardis suivants tout. Donc voilà, ça ressemble à ça. Je vais souhaiter tout de suite d'entrée de jeu une joyeuse Pâques à tous, car vous êtes des fidèles auditeurs et je vous aime bien. Si vous découvrez le podcast, eh bien bienvenue à Radio Tom sur ce podcast. Très heureux que vous vous joigniez à mon auditoire. Donc j'espère que vous allez aimer le podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de deux sujets. C'est le même sujet, mais je vais en parler dans deux pays. Alors, je vais parler de la fameuse crise de la COVID-19 qui a pas mal été d'actualité encore, malheureusement, au mois de mars 2021. On aimerait-tu, justement, plus en parler, pouvoir parler de sujets intéressants, mais c'est pas mal ça qui a retenu l'attention. Par contre, je vais parler d'un sujet qu'on n'a pas trop parlé, mais que j'ai trouvé intéressant, c'est la crise migratoire aux États-Unis. C'est pas officiellement une crise qui a été annoncée par le président Biden, mais c'est une type de crise qui est en train d'arriver, mais ça, je vais revenir un petit peu plus tard à ce sujet-là. Vous allez voir, c'est bien intéressant, on n'a pas beaucoup entendu parler, puis j'ai un petit peu fait des recherches à ce sujet-là pour essayer de trouver des réponses, vous expliquer qu'est-ce que c'est, peut-être que vous aviez vu ça passer, n'est pas assez développé, ils en ont un petit peu parlé à Radio-Canada, mais sinon j'en ai pas vraiment entendu parler, et on n'a jamais vraiment développé autant. C'est sûr que c'est pas la crise du siècle non plus, mais c'est quand même assez important ce qui se déroule du côté de la frontière du Texas avec le Mexique, donc je tenais important d'en mentionner. Je vais commencer avec le Québec. Qu'est-ce qui s'est déroulé avec la COVID-19? Et puis, par la suite, je vais aller du côté des États-Unis. Vous parlez qu'eux, dans le fond, pendant que nous, on confine, eux déconfinent. Donc, vous allez voir ça. Et évidemment, je vais terminer en faisant un retour sur les annonces qui ont été faites le 31 mars par le premier ministre. Donc, vous saviez, le 31 mars dernier, j'avais fait un petit Facebook Live où est-ce que je disais mon opinion par rapport à ça. Si vous ne l'avez toujours pas écouté, il est disponible sur la page Facebook de Radio Tom où est-ce que vous pouvez le retrouver. Donc voilà, tous les infos sont ça. D'ailleurs, je vous remercie parce que on est rendu à 305 abonnés au moment où je tourne le podcast sur la page Facebook de Radio Tom. 296 mentions j'aime, on approche du 300 likes, on a atteint les 300 abonnés. Merci beaucoup à vous d'être là. Partagez la page pour qu'on aille chercher le plus de mentions j'aime possible. C'est très apprécié de ma part et de la part évidemment de nos chroniqueurs et de toute l'équipe de Radio Tom qui vous remercie. Donc voilà. Je vais commencer. Comment est-ce que le mois de mars a été, justement? Le mois de mars a commencé, je vous dirais, assez rock'n'roll, comme on dit, une expression que j'ai souvent entendue. Mais le 3 mars 2021 au Québec, le premier ministre François Legault est sorti en conférence de presse. Ça a été une conférence de presse qui était un petit peu, j'ai trouvé un peu mitigé. Parce que dans ce sens, j'étais super heureux parce qu'il y a eu des belles annonces. Par exemple,
On a dit le 3 mars 2021 que la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, la Mauricie et le centre du Québec, soit 5 régions au Québec sur 17, qui étaient en zone rouge à ce moment-là, allaient tomber en zone orange à partir du 8 mars 2021. Et du même coup, on a profité pour annoncer aussi que les sports interscolaires pourraient reprendre. Par contre, évidemment, sport interscolaire, c'était seulement en bulle classe à ce moment-là. Et on dirait qu'ils ont peut-être essayé de mettre un frein à la manifestation qui est en train de se préparer, la marche pacifique plutôt. Car oui, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le 7 mars 2021, il y avait une marche qui s'organisait justement pour la reprise des sports organisée par Isaac Pépin, un jeune du séminaire Saint-François, ainsi que son père, Stéphane Pépin. Radio X avait fait beaucoup de publicité pour ça. J'en avais souvent parlé dans mes chroniques aussi à Montréal, donc à mes chroniques Montréal Junior. On avait souvent discuté de cette marche-là. D'ailleurs, j'y ai pris part, puis ça a été une super belle marche, très bien organisée, ça a été très pacifique. Les gens sont restés calmes. Je remercie ceux qui sont venus. Et on peut dire que cette marche-là a quand même porté fruit. Il y en a qui vont dire que non, mais oui, quand même, on a pu reprendre un petit peu les pratiques. C'est sûr que le plan de relance qui a été annoncé suite à cette marche-là, je tiens à mentionner qu'à Québec, d'habitude, les manifestations, malheureusement, on n'atteint jamais plus que 2000-3000. Et là, ça, c'est quand on n'est pas en pandémie. Évidemment, la marche du climat va attirer beaucoup de gens dans les rues. Mais c'était beaucoup plus à Montréal qu'à Québec. À Québec, ça avait été quand même, je pense, dans le coin de 10 000. C'est quand même beaucoup pour une manifestation. Mais à Québec, le plus gros qu'on avait vu, là, j'avais déjà entendu parler, proche de 100 000 personnes, si je ne me mêle pas. Il y avait eu une manifestation organisée par Choix Radio X, justement, par rapport à l'espace 400e. Là, c'est mes parents qui m'en avaient parlé de ça. Là, puis pour pas fermer, en tout cas, un enfant dans l'espace 400e, il faudrait que je m'informe par rapport plus à ce sujet. Mais c'est ça, il y avait une grosse marche, il y avait eu 100 000 personnes. Et depuis ce temps-là, c'était l'Agora. C'est ça, je viens de le retrouver en réfléchissant. L'Agora, justement, qui avait une manifestation pour pas qu'il ferme parce qu'il avait annoncé qu'il allait faire déménager l'espace 400e. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc voilà. Mais depuis ce temps-là, on n'avait jamais vu un autant si gros mouvement de masse parce que de ce qu'on a cru comprendre par les organisateurs et quand on faisait un peu la lecture de tout ça, c'est qu'il y avait environ 20 000 à 25 000 personnes dans les rues, ce qui est quand même beaucoup. Évidemment, il y a comme eu un article controversé qui avait sorti disant qu'on était 5 000. Je pense que les journalistes qui avaient écrit ça s'étaient un petit peu trompés dans son compte. Une fois qu'ils avaient vu les images, je pense qu'ils ont un petit peu rectifié ça et ils n'ont pas eu le choix. Ça avait été super bien accueilli, cette marche-là, évidemment, un petit peu critiqué. On va se rappeler de Benoît Dutrisac qui avait fait un commentaire, on va se le dire, de mon côté, je le trouve dégueulasse. C'était aller dire, les jeunes n'avaient rien d'autre à faire, aller lire un livre. C'était une marche pacifique avec des familles. Les gens voulaient juste la reprise des sports. Il n'y a pas eu de débordement. Je pense qu'il y a eu 13 constats d'infraction. 5 arrestations. Et dans les 5 arrestations, là, c'est des gens qui étaient pas là pour vraiment la cause. Ils voulaient plus faire un peu de vacarme. Et puis, la police s'en est chargée. Mais en majorité, c'était tous des gens bien qui cherchaient juste à faire entendre un message. Donc, le commentaire de Benoît Dutrisac, j'avais trouvé ça assez ordinaire. Surtout venant d'un homme, je crois, qui même qui a des enfants. Donc, ce n'était pas été vraiment son meilleur commentaire qu'il avait fait du côté de Cube Radio, on va pas se le cacher. Mais bon, on se le cachera pas. Benoît Dutrisac n'était pas très pour ce mouvement personnellement, donc ce n'est pas pour rien qu'il avait dit ça. Et puis, ça avait fait un petit peu parler, mais pas plus que ça. Sinon, ça ressemble à ça. Mais qu'est-ce qu'il y a eu justement de permis suite à ça? Il y a eu le plan de la relance des sports qui s'est fait parce que suite à ça, le gouvernement a dit, on va vous présenter un plan de relance des sports. Il l'avait déjà dit le 3 mars 2021. Mais qu'elle allait le présenter vers la fin de la semaine prochaine, là, donc la semaine qui arrivait, qui était soit le 12 mars 2021, on avait dit, là, vous allez voir, on va vous présenter un plan de relance des sports, et la marche a quand même eu lieu, ça a quand même eu, je pense, un effet positif, parce que les pratiques ont pu reprendre, mais malheureusement, le côté négatif, c'est que jamais on a permis de reprendre les parties. Donc, les matchs, peu importe, même si vous êtes en zone jaune du côté de la Côte-Nord et de la Gaspésie et de la Madeleine, bien possible pour deux équipes de s'affronter. Les sports civils, c'est arrêté. Ce qu'on a permis, c'est 8 personnes à l'intérieur pour pratiquer des sports qui ne sont pas de la même bulle et 12 personnes à l'extérieur. Donc, par exemple, pour les pratiques de hockey, ça va être un petit peu compliqué. J'imagine pas le casse-tête qu'ont eu à y faire les coachs. Là, donc, ça a dû quand même être assez dur. Pas un plan idéal. On a voulu un peu acheter la paix. Mais de ce que j'ai cru comprendre, ça n'a pas été vraiment satisfait par les sportifs. Et même le père d'Isaac Pépin, Stéphane Pépin, avait parlé à Radio X
quelques jours après l'annonce. Je crois que c'était le lundi 15 mars, là, donc le lundi qui avait suivi l'annonce. Il avait parlé à Montréal Live, qui était allé dire tout simplement, ben, ça n'a pas de bon sens. S'il faut, on refera une marche parce que là, ils nous ont pas écouté le gouvernement et tout. Donc, il est vraiment frustré de la part du père d'Isaac qui avait dit tout simplement, ils nous ont pas écouté, puis c'est un plan de relance un peu dégueulasse selon lui. Puis c'est vrai que c'est un peu dommage que, bon, on pratique, mais à un moment donné, on veut jouer. Donc, c'est sûr qu'évidemment, il y a l'histoire de santé publique. Mais à un moment donné, quand il n'y aura plus beaucoup de cas, j'imagine que ça va revenir d'ici là. Ce que c'est que promet le premier ministre, donc voilà. Aussi, une chose qui avait été annoncée, on va s'en rappeler, vers le milieu du mois de mars, ben, c'est le retour en classe à temps plein pour les élèves dans les zones oranges. Ça s'était fait, cette annonce-là. Et puis, ça nous avait un peu pris par surprise. Moi, je veux toujours m'en rappeler. Je me suis levé le matin, puis j'ai vu l'article passer disant vous allez sûrement retourner à l'école. J'ai fait ben, tu sais, j'étais content, mais je m'y attendais pas. Donc, ça s'est annoncé le 16 mars 2021, cette annonce-là. Et puis, ça me disait tout simplement que le 22 mars 2021, on serait de retour à l'école 100% en présentiel. Fini les cours en ligne, eh bien, on croyait que c'était fini. Surtout, moi, je pense pour ceux qui se retrouvent dans la ville de Québec, Lévis-Gatineau, mais ça, je vais y revenir plus tard. Là. Donc, ça a été comme une bonne nouvelle. On était super heureux. Et la nouvelle, ça n'a pas été long que, elle s'est rendue du côté de Montréal et des zones rouges. Parce qu'on sait qu'il y a encore 5 zones qui étaient en rouge à ce moment-là, au moment de l'annonce. Là. Mais on va se rappeler que, je vous avais dit que le 16 mars, ça a été l'annonce pour les zones orange et jaune pour le retour à l'école. Mais le 23 mars, on a annoncé que les 5 zones qui étaient en rouge à ce moment-là, soit Montréal, Laval, les Laurentides, la Naudière et la Montérégie, pourraient retourner eux autres aussi, les secondaires 3, 4, 5. Là. Donc, quand je dis le secondaire pourrait retourner, j'inclus les élèves de 3, 4, 5 secondaires, car les premiers et deuxièmes secondaires, eux, allaient à l'école 100% déjà. C'était réglé, peu importe la zone. Donc, ça a été une super nouvelle aussi pour eux. Ils ont pu retourner le 29 mars dernier, soit le lundi de cette semaine. Donc, ça a été leur premier jour, c'était leur première semaine qu'ils ont pu retourner 100% à l'école. Ça ressemblait à ça pour le Québec. Je veux finir avec ce qui a été annoncé le 31 mars en fin de podcast. Donc, je vais terminer avec ça dans ma fin d'introduction. Alors, ce que je vais faire à la place, c'est qu'on va se déplacer du côté de nos voisins du Sud, les États-Unis. Je vous en avais parlé, je vous avais dit, on va aller du côté de nos voisins du Sud pour voir comment est-ce que ça a été, eux, là-bas, le mois de mars. Eh bien, c'est ça. Aussi, il faut dire qu'au Québec, il y a eu beaucoup de vaccinations qui s'est faites, quand même, au niveau du mois de mars, mais pas autant que si on se déplace du côté des États-Unis. Et pourquoi est-ce que je parle de vaccination? C'est parce qu'aux États-Unis, vraiment, beaucoup de gens ont reçu le vaccin. Du côté des États-Unis, beaucoup plus que nous. Au Canada, au Québec, si je ne m'en mêle pas, je crois que c'est 1 personne sur 8 qui a reçu le vaccin au moment où je tourne le podcast. Et aux États-Unis, c'est environ 1 personne sur 3 qui a reçu sa première dose de vaccin. Ce qui est quand même une différence énorme. Aussi, c'est pour dire ce qu'ils font du côté des États-Unis qu'on ne fait pas au Québec, c'est que par exemple, il reste 8 vaccins et on peut vacciner des gens au hasard. Donc, mettons qu'il reste 8 doses de vaccin à 4h50. La vaccination ferme à 5h samedi après-midi. On va aller voir 8 clients dans la pharmacie, dans le Walmart. S'il y a une pharmacie dans le Walmart, on va dire voulez-vous être vacciné? C'est arrivé à un jeune de 18-19 ans là, dans le coin de New York. Là, lui, il a pu avoir son vaccin. Il est allé faire ses commissions au Walmart. Et puis une pharmacienne qui travaillait là, il lui a dit il me reste 2 doses de vaccin. Veux-tu avoir ta première dose? Et puis lui, il a dit pourquoi pas. Donc, pour éviter de jeter les doses qui étaient en doses. Donc, les doses, tout simplement, qui n'auraient pas assez date. Et pour éviter justement qu'on n'aille pas à les dépenser inutilement alors qu'on pourrait les donner à des gens, les donne des fois à des gens au hasard, ce qui fait en sorte que une personne sur 3 a le vaccin. Évidemment, la vaccination, ça amène beaucoup de déconfinement du côté des États-Unis, malgré que certains États ne préfèrent pas trop déconfiner. On a pu le voir, je vais en parler tantôt avec James on va parler du baseball, dans le baseball majeur, que maintenant il y a des spectateurs aux États-Unis, et oui, on est vraiment loin de ça. Et même au hockey, maintenant, on peut voir des spectateurs dans les estrades du côté de certains États. Je pense par exemple à New York, qu'ils ont le droit d'avoir des spectateurs au hockey, donc au baseball, c'est la même chose. La Californie, j'ai regardé beaucoup de baseball de la Californie en début de week-end. Et puis du baseball, par exemple, les Aces d'Oakland avaient du monde dans leur estrade, les Padres de San Diego aussi avaient des gens dans leur estrade. Donc beaucoup de gens qui peuvent y aller et c'est pas nécessairement toujours avec le masque. Donc la vie là-bas est vraiment en train de reprendre du côté des États-Unis. On a presque envie d'être américain quand on voit ça. On a hâte à ça. Surtout que nous, on retombe dans un 3e confinement. On va pas se cacher que les Américains en ce moment, on les envie et pas à peu près. Mais 2 États qui ont vraiment fait parler d'eux au niveau du mois de mars, c'est le Texas et le Mississippi. Et je vous explique pourquoi.
En fait, le Texas, le 2 mars 2021, ont annoncé que officiellement ils allaient retirer l'obligation de porter un couvre-visage dans les lieux publics. Vous savez, bon, le couvre-visage, c'est pas mal obligatoire partout, on va pas se le cacher. Et puis, ils ont dit justement qu'à partir de maintenant, vous n'aurez plus à en porter. Et aussi, ils vont réouvrir leur économie à 100%. Donc là, ça en a fait parler beaucoup qui disaient, bon, mais là, pourquoi est-ce que vous allez réouvrir tout ça? Il y a encore beaucoup de cas aux États-Unis. Et c'est le gouverneur, justement, du Texas qui a pris cette décision-là. Son nom, c'est Greg Abbott. Et Greg Abbott, ce qu'il a dit, c'est tout simplement, le virus est là, il faut faire attention. Mais là, à un moment donné, d'ailleurs, c'est un républicain, je tiens à le préciser, donc ça n'a pas fait vraiment... ça n'a pas été super unanime du côté de Joe Biden. Joe Biden, lui, a fait ce n'est pas une bonne décision, on ne va pas se rappeler, Joe Biden est démocrate. Mais lui, il dit que c'est vraiment pas une décision politique, je crois, là, vraiment que c'est pas politique. Là. Mais bon, ce qu'il dit, c'est il faut que les gens recommencent à vivre, on n'a plus besoin de porter le masque. Vous le mettez si ça vous tente, on vous force pas. Mais arrêtez lui, en fait, ce qu'il disait, c'est d'arrêter de faire peur aux gens et de justement laisser les gens vivre et réouvrir son économie à 100%, c'est pour éviter que les entreprises fassent faillite. Quand même, au Texas, 75% des entreprises étaient ouvertes. Donc, c'était quand même pas pire. Mais à partir de maintenant, donc à partir du 2 mars 2021, ils avaient annoncé ça un mardi. Donc, le mercredi qui suivait, on avait dit justement que les bars allaient pouvoir réouvrir, les restaurants, tout ça. Donc, si vous avez envie d'aller danser sur une piste de danse, là, c'est maintenant permis du côté du Texas. C'est ceux qui ont suivi la balle, c'est le Mississippi, eux aussi, qui ont surpris parce que le lendemain, soit le 3 mars, le gouverneur aussi du Mississippi, qui est Tate Reeves, lui, avait annoncé justement qu'il allait faire comme le Texas et aller suivre ce qu'avait annoncé le gouverneur du Texas, M. Abbott, et qu'ils allaient eux aussi retirer l'obligation de porter le couvre-visage dans les lieux publics et réouvrir leur économie à 100%. Les gens sont très contents dans ces États-là, on ne va pas se le cacher. Les deux États rejoignent en même temps la Floride. La Floride, eux aussi, de là, ça fait un petit bout depuis le mois de septembre là, qu'on n'est plus obligé de porter un masque en Floride. Ça avait été le gouverneur, justement, qui avait annoncé ça, Ron DeSantis. Ron DeSantis, lui, avait dit qu'il n'y aurait plus d'obligation de porter le masque. Si vous voulez le mettre, vous le mettez. Par contre, aussi, il allait réouvrir son économie à 100% parce qu'il dit que les entreprises ont besoin d'argent, les restaurants, les bars. Il avait dit que le lockdown au printemps, s'il avait à le refaire, il ne le referait pas. Et ça fait penser aussi à Jason Kenney du côté de l'Alberta qui avait dit que si ça avait été à refaire, il n'est pas sûr qu'il aurait refermé au printemps. Totalement le discours contraire à M. Legault qui avait fermé au printemps. Est-ce que c'est la bonne décision d'avoir fermé au printemps? Tout le monde, est-ce que c'est une mauvaise décision? Ça, on ne pourra jamais vraiment le savoir. Mais bref, en ce moment, en ayant des modèles différents comme on voit aux États-Unis, ça nous permet de nous comparer. Donc, la Floride, eux, qui depuis le mois de septembre vivent un peu comme ça, dans un vrai monde. Là, on va se rappeler de Jeff Fillion qui était parti en Floride dans le temps des fêtes et qui avait raconté comme de quoi la vie là-bas, justement, là, en Floride, c'est loin d'être la vie qu'on a au Québec. C'est une très belle vie et les gens adorent. Là, donc, tu sais que c'est vraiment pas la vie qu'on a au Québec. Donc, c'est ça. Évidemment, l'annonce du Texas et du Mississippi qui a rejoint la Floride, Joe Biden n'a pas vraiment été pour ça. Vous comprenez que Joe Biden a gagné sa campagne beaucoup en parlant de la COVID-19, en disant de faire attention et qu'il ne fallait pas mettre à risque personne dans sa famille. Il avait même recommandé aux gens de ne pas faire grand-chose pour Noël. Mais bon, que voulez-vous? Le Texas ont fait à leur tête et le Mississippi aussi. Et on verra qui aura le meilleur résultat à la fin. Pour l'instant, on ne peut pas juger tant que la crise n'est pas terminée. Donc voilà. La vaccination, j'en parlais tantôt. Aux États-Unis, on prévoit que le 4 juillet 2021, pour la fête américaine, Joe Biden avait dit que tous les Américains qui le désirent auront eu leur première dose de vaccin. Et du côté du Québec, François Legault, ça va pas inspiré de M. Biden. Lui s'est dit, le 24 juin, tous les Québécois, Québécoises auront leur vaccin. Il l'avait annoncé le 16 mars lorsqu'il avait annoncé la réouverture des écoles. Mais on verra. Est-ce que M. Biden et M. Legault réussiront leur pari du 24 juin et du 4 juillet? M. Biden a une petite longueur d'avance sur M. Legault. Il faut dire aussi qu'il a aussi un petit 10 jours de plus, M. Biden, comparativement à M. Legault. Alors, on va voir qui aura raison entre ces deux-là. Bien hâte de voir si les deux réussiront à temps
à vacciner tout le monde. Je le souhaite autant pour le peuple américain que le peuple québécois, mais j'ai des petits doutes que ça va se faire. Peut-être du côté américain, je pense que je le crois plus, mais du côté du Québec, ça va dépendre. Si il faut accélérer le rythme, il s'accélère, donc on verra bien. Peut-être que le podcast de la fin du mois de juin, je vous dirai tout le monde a été vacciné, on verra bien. Je vais vous parler de la crise migratoire rapidement avant de conclure le podcast. En fait, l'introduction plutôt de ce podcast qui est loin d'être terminée. Par la suite, je vous rappelle qu'on va aller en musique et puis on ira rejoindre James. Après ça, on retournera en musique. Et il y aura évidemment Charles qui viendra nous parler. On retournera en musique et il y aura la conclusion. Donc, on est vraiment loin d'avoir terminé. Là. Vous n'avez pas encore terminé. Et puis, pour avoir tourné déjà les chroniques de James et Charles, vous en avez encore pour un bon 30 minutes de chronique. Là. Si j'inclus la musique, encore un bon 40 minutes. Le podcast, là, je le tourne en direct, là, mais il devrait durer proche d'une heure environ. Là. Donc, vous allez voir, mais c'est une bonne heure qui est consacrée parce que c'est très pertinent qu'est-ce qu'on dit là-dedans. Donc, voilà. Ça ressemble à ça et je vais vous parler rapidement de la crise migratoire. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en ce moment, beaucoup de gens du côté du Mexique tentent de franchir la frontière avec les États-Unis, qui est au Texas, illégalement pour avoir un visa américain. Et justement, ce que dit Joe Biden, c'est que, vous savez, Trump avait un peu séparé les familles dans des histoires de camps de réfugiés. Et ce qu'il avait dit, c'est que si un enfant était dans un camp de réfugiés, automatiquement, il obtiendrait sa citoyenneté américaine. Donc, beaucoup de parents mexicains, guatémaliens et tous les pays d'Amérique latine se sont dit « Oh, belle occasion d'essayer de faire traverser nos enfants du côté de la frontière. Et s'ils réussissent justement à obtenir leur citoyenneté, nous, automatiquement, on n'a pas bien le choix de le faire. » Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que M. Biden a dit qu'il allait le faire pour ceux que c'était déjà arrivé et non pour ceux que ça allait arriver après sa présidence, donc après qu'il ait pris le pouvoir le 20 janvier 2021. Mais là, en ce moment, il y a vraiment une grosse crise. Les centres d'immigrants, de réfugiés illégaux débordent. On est obligé d'en revirer il y en a qu'on est obligé de renvoyer chez eux, de dire désolé, vous ne pouvez pas rentrer, c'est pas correct, vous avez franchi la frontière illégalement. Donc il y a vraiment une grosse crise qui est en train de se faire là. Les républicains demandent que Biden reconnaisse la crise et qu'il pose des actions. Il y a même quelques députés, pas députés, mais des membres de la Chambre qui ont dit que, d'ailleurs la Chambre des représentants aux États-Unis, qui est en majorité démocrate, avait dit que Biden devait le reconnaître, pas tous, mais quelques-uns. Et quelques sénateurs aussi avaient dit à Biden qu'il devrait reconnaître cette fameuse crise migratoire. Donc on verra bien s'il la reconnaîtra. Il va la reconnaître, mais on verra bien qu'est-ce qui va se dérouler pour là. Mais c'est vraiment une grosse crise migratoire. Rapidement, je veux juste vous dire que le 31 mars 2021, le mois s'est fini très tristement. On a appris que la capitale nationale Chaudière-Appalaches, l'Outaouais, le Bas-Saint-Laurent retombaient en zone rouge à partir du 2 avril, soit le vendredi saint. Donc voilà, le 1er avril, tout le monde a dû se revirer de bord. Mais aussi, la plus grosse annonce qui a été faite, c'est qu'à partir du 1er avril, donc à 8h, donc à 20h le soir, on annonçait que Québec, Lévis et Gatineau tomberaient sur pause, un genre de rouge foncé, un peu comme on a eu à l'automne et au printemps 2020. Donc, en retour à la case départ, malheureusement, je vous avais déjà donné mon avis et je sais que ça ne sera pas facile pour tout le monde. C'est pourquoi je vous annonce déjà qu'au prochain podcast, au podcast du mois d'avril, je vais faire un petit retour sur comment s'est passé ce fameux confinement-là. Peut-être qu'il sera prolongé. Il est supposé terminer le 12 avril, mais j'ai crainte qu'il se prolonge malheureusement. Donc s'il se prolonge et tout, déjà c'est prévu, mais je vais discuter avec quelques jeunes de Québec-Lévis. Peut-être Gatineau, on verra si je réussis à en trouver, mais peut-être plus Québec-Lévis pour discuter comment est-ce qu'ils ont vécu le dernier mois. Ça pourrait être une entrevue très intéressante avec quelques jeunes que je vous présenterai au mois d'avril. Donc je vous annonce ça déjà de quoi va avoir un petit peu le podcast du mois d'avril lorsqu'on fera un petit retour. Il y aura un segment pour comment ont vécu nos jeunes ce fameux mois de confinement qui malheureusement frappe la ville de Québec et Lévis. Et je sais que il y a Gatineau aussi qui en est frappé, mais j'ai beaucoup d'auditeurs à Québec et Lévis. C'est pourquoi je parle autant des choses qui se déroulent dans la capitale nationale. Ça fait le tour pour l'intro. Merci de m'avoir écouté. Je sais que c'était quand même une grosse intro, proche de 25 minutes. Ça fait quand même 24 minutes que je vous parle. Mais là, on va aller en musique juste avant de rejoindre James, parce que James vous prépare une grosse chronique sportive d'une durée de proche de 20 minutes, donc très hâte de vous faire entendre ça. Et juste avant, on va aller en musique avec un groupe de Québec. En fait, ça donne que je connais le guitariste de ce groupe-là, un groupe un peu plus style rock, heavy metal. Je suis pas un fan de metal, pas tant que ça, mais je tiens à souligner leur exploit.
ce qu'ils ont fait, c'est le groupe, il s'appelle Between Sleep and Dead, et ils ont sorti leur premier single qui s'appelle Above. Donc, je vous suggère d'écouter ça. Je crois que j'ai beaucoup d'auditeurs ici qui aiment le rock, là, donc ils vont sûrement aimer cette chanson-là. Cette chanson présentée par ce groupe-là, c'est leur premier single en carrière. Ils vont sortir un EP, de ce que j'ai compris, de 5 chansons prochainement. La date n'est pas encore décidée, mais je tenais à souligner ça. Donc, félicitations aux 3 gars du groupe Between Sleep and Dead. Donc, je vous fais écouter ça tout de suite sur les ondes de Radio Tom. Voici Above. Sincerity. On va maintenant rejoindre notre chroniqueur sportif. Et oui, je vous l'avais dit en introduction, on a un peu changé qui va s'occuper de cette fameuse chronique-là. Ça dit plus Charles. Charles a décidé un peu de se diversifier en allant avec plus la musique. La chronique d'ailleurs que vous allez entendre tout à l'heure vers la fin de l'émission. Mais là, je vais rejoindre le premier chroniqueur de cette émission-là. Et oui, je parle bien de James Letourneau. Salut James, comment ça va? Salut Thomas, ça va bien toi? Ben, ça va très bien. Merci d'avoir accepté d'être de retour à Radio Tom pour nous parler de sport et tout ce qui se trouve dans cet univers-là. Ben, ça me fait plaisir. J'avais bien aimé la première fois là, pendant le temps des fêtes. Parfait, ça. Tu veux commencer en nous parlant ce mois-ci du mois du Canadien, qui a quand même été tout un mois, on ne va pas se le cacher, c'est passé beaucoup de choses, du positif puis du négatif, on peut le dire. Oui, le meilleur des deux mondes, j'ai envie de te dire.
Le mois de mars marquait le premier mois complet de Dominique Ducharme à la barre du Canadien de Montréal. On se rappellera qu'à la fin du mois de février, Claude Julien avait été congédié. Pour ce premier mois complet de Dominique Ducharme, le Canadien a su conserver une fiche de 6 victoires, 2 défaites, mais également 4 défaites en surtemps. On se souvient, c'était quasiment rendu un gag, entre guillemets, les fameuses défaites en prolongation du Canadien. Je pense qu'après 9 tentatives là, en surtemps, le Canadien n'avait toujours pas gagné. Mais finalement, on s'en est sauvé avec une victoire plutôt à la fin du mois. Donc, en 12 matchs, le Canadien a su conserver une bonne fiche. Le Canadien montre de choses intéressantes. Le niveau de jeu, le niveau de compétition, je trouve que c'est de mieux en mieux. Puis Dominique Ducharme le disait dans les derniers matchs, là, depuis qu'on a repris l'action. Le plan de match, le système de jeu commence à rentrer de plus en plus, puis vraiment, on voit des résultats positifs pour le Canadien. On regarde ce mois-ci, pas le choix d'admettre, c'est un mois qui a été marqué un petit peu par la COVID-19 au sein du Canadien de Montréal. Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia, les deux joueurs finlandais qui ont été placés sur la liste du protocole de la COVID-19. C'est finalement Armia qui avait été testé positif à un variant. Kotkaniemi est revenu au jeu. Semaine de congé forcée en raison justement de ce virus-là, du 22 au 29 mars. Mais depuis le retour au jeu, le Canadien a signé 2 victoires, pas plus tard que cette semaine. Les Oilers qu'on a battu les Sénateurs d'Ottawa. Exactement. Juste pour préciser aux auditeurs, parce que je pense que le Canadien joue demain, dans le fond, samedi le 3, là, parce qu'on tourne le podcast au moment du 2 avril, donc comprendre qu'à ce moment-là, la chronique est tournée le 2 avril, donc ça fait en sorte qu'officiellement, le Canadien aura peut-être gagné samedi lorsque le podcast sera en ligne, mais en tout cas, ça va bien là, depuis leur retour. Oui, depuis les 2 matchs qu'on a joués, vraiment 2 performances sans bavure du Canadien de Montréal. On a battu d'une façon exceptionnelle les Oilers d'Edmonton. On a neutralisé le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, Connor McDavid. Mm-hmm. Puis justement, là, au moment de faire l'émission pour nous, hier, on a affronté les Sénateurs d'Ottawa. Puis oui, les Sénateurs sont derniers de la division canadienne, mais quand même, le Canadien s'en est bien tiré. Donc, c'est positif. Ça reprend encore le mois de mars. Le Canadien de Montréal et Marc Bergevin, le directeur général, a fait l'acquisition d'un vétéran joueur de centre, Eric Stahl, joueur de 36 ans. Puis Eric Stahl, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un gros nom dans la Ligue nationale. Je veux dire, c'est un gars qui a déjà fait plus de 100 points dans une saison. En carrière, c'est plus de 1000 matchs, plus de 1000 points également. Donc, quand même, c'est un vétéran d'expérience qui amène à Montréal, un gars qui fait apporter de la maturité au sein de la ligne de centre du Canadien. On le sait qu'à la ligne de centre, on a Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki, 2 jeunes, mais justement avec un Eric Stahl. Surtout que le Canadien veut faire un bout de chemin rendu en séries éliminatoires parce que pour le moment, le Canadien est en bonne position, mais je pense que ça va être vraiment excellent. On est allé chercher Eric Stahl des Sabres de Buffalo en retour de choix de 3e et 5e ronde au prochain repêchage. Donc, on n'a pas payé trop cher. Chapeau à Marc Bergevin. J'apprécie cette signature-là d'Eric Stahl. Je crois que ça va être bénéfique pour le Canadien. Puis, parlant de joueurs qui s'amènent, on a signé notre jeune prodige, je vais dire ça comme ça, Cole Caulfield, lui qui jouait à l'Université du Wisconsin là, dans la NCAA aux États-Unis. Vraiment, c'est tout un marqueur de but. Devrait débuter à Laval, du moins avec le Rocket. Mais j'ai déjà hâte de le voir là, avec le tricolore s'il va pouvoir aider là, dans le court terme, en fait. Ouais, en espérant le voir bientôt à Montréal, là, ça pourrait être tout un atout pour l'équipe. Oh oui, vraiment. Là, Marc Bergevin, dans son point de presse, lorsqu'il l'avait emmené, sans dire qu'il comparait à Alex Ovechkin, parce que c'est pas du tout le même genre de joueur, mais il comparait la vitesse de son lancer sur réception, parce que Cole Caulfield, c'est tout un marqueur de but. Là. À Alex Ovechkin, c'est pas rien, c'est excitant. Ouais, on a hâte de voir ça, puis s'il peut compter autant de buts qu'Ovechkin, on dirait pas non, ça aiderait le Canadien à peut-être aller chercher une 25e coupe, là, on va pas se le cacher, pas de coupe depuis 93, ça fait dur. Ouais, on a tellement hâte. Sinon, est-ce que ça faisait le tour pour le Canadien? Oui, j'irais faire un tour ailleurs dans la Ligue nationale, parce que pendant le mois de mars, il y a quand même eu des choses intéressantes qui sont passées là, dans le circuit Batman. Donc, on va remonter un petit peu au début du mois de mars. C'est bon. Les Flames de Calgary ont congédié leur entraîneur-chef, Jeff Ward. Ils ont embauché un vieux de la vieille, je vais dire ça comme ça, Darryl Sutter, un entraîneur-chef d'expérience qui a déjà gagné la Coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles en 2014 notamment. Donc, vraiment, les Flames, on voulait se relancer. Les Flames ne sont pas dans une très, très bonne position. On voulait se relancer. Un entraîneur qu'on est allé chercher qui aime jouer du hockey très intense, très physique. Tu sais, un genre d'entraîneur, tu sais, old school. C'est la vieille école, c'est vraiment ça, Darryl Sutter. Mais ça avait bien débuté. Mais là, ça se gâte un petit peu. Là. 5 victoires, 7 défaites et 1 défaite en surtemps depuis son arrivée. Les Flames, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Il va falloir que cette équipe-là se replace. Parce que malheureusement, ils vont rater les séries éliminatoires sinon. Ouais. Ça serait dommage, surtout pour le nouveau coach. Hein. Disons que oui. t'es embauché, t'es reconnu, puis là, finalement, tu fais pas une série. Mais oui, tu sais, les Flames de Calgary, au début de la saison, moi, je les mettais personnellement dans le portrait des séries. C'est une équipe qui a le talent pour le faire.
Puis là, on sent en plus qu'on est allé chercher, tu sais, Darryl Sutter, c'est un gros nom aussi, là. Donc, ça serait littéralement, je vais dire, un désastre. Les Sabres de Buffalo, je ne sais pas si tu as suivi ça un petit peu. Hey, ça va pas bien. Ils ont égalisé un record de médiocrité avec 18 défaites consécutives. Donc, évidemment, le mois de mars a été pénible pour les Sabres. Leur dernière victoire remontait au 23 février dernier. Ouch. Mais, le 31 mars, donc la dernière journée du mois, enfin, les Sabres sont délivrés du mal. Wow! Pour de vrai, ils ont battu les Flyers de Philadelphie par la marque de 6-1. C'est incroyable. Ils les ont littéralement rien donné. Ils ne nous ont rien donné. Mais au travers de cette mauvaise séquence, l'entraîneur-chef Ralph Kruger a été congédié. Quand il n'y a pas de résultat, ça prend quelqu'un qui écope. C'est beaucoup plus facile de congédier une seule personne que changer les 20 joueurs de l'alignement. L'entraîneur a payé le prix. On a amené un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui c'était un petit peu le genre d'entraîneur là, qui voulait amener une nouvelle énergie à cette équipe-là. Don Granato, quelqu'un de très compétent, qui est dans la Ligue nationale depuis longtemps, et sur rôle d'entraîneur adjoint. En tant qu'entraîneur-chef, il n'avait pas l'expérience. Mais, depuis que c'est emmené, ce que j'ai remarqué personnellement, les Sabres ont une meilleure énergie. Mais évidemment, quand tu continues de perdre, c'est pas facile de renverser la vapeur. Ils l'ont fait, et on va espérer pour eux que le mois d'avril soit mieux. Je vais dire ça comme ça. Ouais, on le souhaite. Parlant de séquences difficiles, les Flyers de Philadelphie, rien ne va plus. Le jeune gardien de but, Carter Hart, ne gagne plus. C'est malheureux parce qu'on se rappellera dans les séries éliminatoires cet été, Carter Hart avait fait face aux Canadiens. Et avec brio, il avait éliminé le Canadien, il avait battu justement Carey Price, on va dire comme ça, là, dans la confrontation des gardiens de but. Carter Hart avait été excellent, mais là, ne gagne plus. C'est difficile pour le jeune portier. Si bien que l'entraîneur-chef Alain Vigneault lui a dit, excuse-moi, mais tu vas aller passer du temps dans les estrades, tu vas te pratiquer, parce que là, tu fais pas le boulot, là. Mais, tu sais, on regarde la fiche des Flyers depuis dans le mois de mars. 6 victoires, 10 défaites. C'est pas acceptable pour les Flyers. À la fin du mois maintenant, les Canucks de Vancouver, malheureusement, ont été frappés par la COVID-19. Tantôt, je parlais du Canadien. D'ailleurs, lorsque le Canadien avait été frappé par la COVID-19, c'était la première fois seulement que le virus entrait au Canada. Et malheureusement, une deuxième équipe canadienne a été touchée. Ça, c'est récent. Là, ça fait 1 ou 2 jours là, que ça vient d'arriver. D'ailleurs, là, c'est Adam Gaudette qui avait été le premier cas. Puis je pense qu'il y a une éclosion majeure qui vient d'être déclarée. 9 cas positifs au sein de l'organisation. Sans être des joueurs nécessairement, il y a également du membre du personnel là-dedans. C'est pas facile, puis on va sauter aux Canucks là, le mieux pour la suite parce que, évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de complications à ce niveau-là. Non. Je nous parle maintenant d'un ancien joueur du Canadien de Montréal qui a vécu toutes les difficultés du monde, lui, dans les dernières années. Alex Galchenyuk, qui est maintenant avec les Maple Leafs de Toronto. Avec les Maple Leafs, Alex Galchenyuk, ça va bien. En 6 rencontres, il a obtenu seulement 3 mentions d'aide. Vous me direz que c'est pas beaucoup. Mais ce qui est positif, ça, c'est selon l'entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, c'est lui qui l'a précisé. Il trouve que vraiment, il est en train de retrouver sa place tranquillement pas vite dans la Ligue nationale. Parce qu'il faut rappeler qu'il avait fait un séjour dans la Ligue américaine pour reprendre confiance. Puis ça avait fonctionné. Et chapeau aux Maple Leafs pour ça. D'ailleurs, il est muté sur un deuxième trio chez les Leafs avec John Tavares et William Nylander. Lorsqu'on l'a emmené pour jouer avec ces deux gars-là, je peux dire que ça en a surpris plus d'un. Mais, Galchenyuk fait bien. On va lui souhaiter que ça se poursuive parce que pour vrai, oui, il a vécu des difficultés, mais il mérite ce qui lui arrive présentement parce qu'il a travaillé fort dans la Ligue américaine, il est allé chercher des résultats. Puis si c'est pour fonctionner à Toronto, bravo. Finalement, on fait la fin là, dans la Ligue nationale de hockey. Je nous parle un petit peu des joueurs qui ont été les plus méritants au mois de mars dans la Ligue nationale de hockey. Je parle ici de Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh, qui a récolté 21 points dans le mois de mars. Également, Connor McDavid, le meilleur joueur de la Ligue nationale, 23 points. C'est incroyable. Le capitaine des Panthers de la Floride, qui est également là, Alexander Barkov, 16 points. Et le gardien de but de l'Avalanche du Colorado, qui est également à l'honneur au mois de mars, Philippe Grubauer, 12 victoires, un pourcentage d'arrêt hallucinant. Oui, l'Avalanche va bien. Oui, il y a des Nathan McKinnon de ce monde, des joueurs offensifs incroyables. Mais il ne faut pas négliger la part du gardien de but dans le filet qui fait tout un boulot. Voilà, ça fait le tour pour la Ligue nationale de hockey. Vraiment, c'était des nouvelles que je ne peux pas passer à côté. Non, évidemment. Tu veux nous parler aussi de baseball parce que les Blue Jays ont commencé. La saison a commencé officiellement dans la MLB. Là. Oui. Hier, c'était le 1er avril, poisson d'avril. Mais la saison de baseball de la MLB débutait. Les Blue Jays étaient en action là, pour cette journée d'ouverture. Les Blue Jays vont emporter au compte de 3-2 une première victoire cette année. Mais si je regarde un petit peu là, dans l'ensemble comment je vois ça, moi, pour les Blue Jays de Toronto cette saison, ils vont être à surveiller. En offensive, j'ai l'impression qu'on va être très, très fort. Okay? On a des jeunes joueurs en Kevin Biggio, Bo Bichette, Vladimir Guerrero Jr.
Puis on a déjà des joueurs établis, là. Oscar Hernandez, Roddy Tellez, qui l'an passé s'était démarqué là, de belle façon au bâton. Puis on est allé chercher, on va dire le gros lot, dans l'entre-saison, George Springer, tout un nom pour le baseball majeur, qui est maintenant avec les Blue Jays de Toronto. Donc, offensivement, je ne pense vraiment pas qu'on aura un problème à marquer des points. Cette équipe-là va frapper des circuits, va frapper des points, je le dis. On va être fort en offensive. Le seul point d'interrogation, je vais te dire, Thomas, c'est au monticule, les lanceurs. Tu sais, je regarde ça. Oui, on a l'excellent lanceur gaucher, Yoon Jin Ryu, et on a acquis Steven Marks, qui vont être 2 lanceurs pour vrai dans la rotation. Excellent. Mais au niveau de la profondeur, j'ai des points d'interrogation, j'ai des doutes. Mais si, je dis bien si, cette relève-là au niveau des lanceurs au monticule peut faire le travail, vraiment les Jays vont être surveillés. Parce que l'offensive, je le répète, ne soit pas un problème. Puis la défensive, on a cherché des joueurs d'expérience, puis nos jeunes joueurs continuent de prendre du galon. J'ai l'impression que c'est très positif, si bien que moi, je les vois terminer meilleur deuxième dans la course aux séries, derrière les Yankees de New York, qui, selon moi, ne seront pas délogeables dans la division là, des Blue Jays. Non, c'est ça, évidemment. Mais ce qui a fait du bien hier, je sais pas si t'as regardé un peu de baseball. Moi, j'ai regardé la game des Aces d'Oakland contre les Astros de Houston. C'est une game plate, on va pas se le cacher. Là. J'ai arrêté de l'écouter, je pense que c'était 1-0 en 6e manche. Je veux dire, ça claquait pas tant que ça, mais c'est de voir du monde dans les estrades. Au Québec, on est vraiment loin de ça. On a même peur que les capitales de Québec ou les Aigles de Trois-Rivières aient joué aux États-Unis, là, parce qu'on l'a vu pour parler. Les capitales ont dit qu'elles allaient peut-être aller jouer au States parce qu'on n'aura sûrement pas de spectateurs cet été. On est le 1er avril, 2 avril plutôt. C'était pas un poisson d'avril qu'il y a un confinement pour la ville de Québec totale et Gatineau, ainsi que Lévis, toi qui es à Lévis en plus. Fait que, on est comme dans les villes qui ont été ciblées, malheureusement. Mais ça a été le fun de voir que, OK, la vie est en train un peu de reprendre, qu'il y avait des spectateurs aux États-Unis, de voir que c'était à Oakland, ça, c'est sûr que c'est en Californie, mais malgré que le nombre de cas, on sent que l'été arrive. Oui, je suis d'accord, c'est très positif de voir des partisans, même que dans certaines villes, les partisans n'avaient pas de masque dans les gradins. C'est vrai? Vraiment. Je ne sais pas si ça c'était partout, là, mais j'ai vu quelques villes là, dans les stades de baseball majeurs, les partisans sans masque. Vraiment, j'ai l'impression que ça va pour le mieux de ce côté-là. Puis on a hâte, là, même à Québec, les capitales, là, eux, ils ont fait de grosses acquisitions durant la saison morte. L'an passé, ils n'ont pas joué, ils seraient motivés. J'ai l'impression qu'on aurait une bonne équipe. Vraiment, ça serait malheureux s'il faudrait qu'on n'ait pas de saison. Ouais, ça serait dommage, surtout qu'on est rendu dans la Ligue Frontier. Tu sais, Ligue Frontière, on va pas se le cacher. 14 équipes. Là, il y aurait, Trois-Rivières qui va se joindre. Je sais pas si Ottawa, il y avait eu des pourparlers pour les rajouter en 2021 parce qu'il allait prendre une année de pause en 2020. Mais là, beaucoup d'équipes américaines aussi. Puis l'équipe que tu parles qui s'est montée, on aurait hâte. Mais malheureusement, j'ai comme peur que si ça continue, on soit obligé de les regarder à distance du côté de Plattsburgh. Là. Il y a une rumeur qu'on les enverrait du côté de Plattsburgh, donc on verra, mais en espérant voir nos capitales en action. Ils ont même fait une publicité récemment avec plein de personnalités publiques de la ville de Québec qui disaient qu'il y avait tant hâte que les Caps reviennent. Oui, tout à fait. Je vous parle encore de baseball, une dernière nouvelle que je veux mentionner au baseball majeur. Malheureusement, la saison vient de débuter et faux départ pour Washington et New York. En fait, les 3 matchs entre les Mets et les Nationals ont complètement été reportés. C'était 3 matchs qui avaient lieu ce week-end en raison du protocole COVID-19. C'est malheureux parce qu'on s'attendait à 2 bons matchs. C'est 2 bonnes équipes qui allaient s'affronter. Malheureusement, ça commence mal la saison, mais si on peut avoir le moins possible de cas, ça va être l'idéal. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de cas dans ces équipes-là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est par mesure préventive. Là, il y a peut-être eu un cas positif qu'on veut là, éviter tout contact pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éclosion majeure et qu'on puisse continuer la saison par après là, sur le bon pied. C'est un faux départ, mais on va sauter le meilleur à ces 2 équipes-là. Je rappelle les Mets de New York et les Nationals de Washington qui ont vu leurs 3 premiers matchs de saison être complètement reportés à plus tard. C'est bon, ça. Sinon, tu veux parler de tennis aussi parce qu'on a une Canadienne qui a bien paru, on peut dire, à l'international. Oui, la Québécoise Leila Annie Fernandez qui a remporté son premier titre dans la WTA sur le circuit professionnel de tennis. C'était à sa 2e finale et elle remporte un premier titre, comme je le disais. Elle a tapé 250 à Monterrey au Mexique. La Canadienne s'est imposée en 2 manches, quand même une très belle performance de 6-1 et 6-4 contre la 101e raquette mondiale, oui, pardonnez-moi, la Suissesse Victoria Golubic. Donc, pour Leila Fernandez, 18 ans seulement, déjà un premier titre, je pense que ça s'en vient bien. Puis parlant de joueurs canadiennes qu'on a dans la WTA, à ne pas oublier Bianca Andreescu, je pense que ces 2 joueuses-là, vraiment, ça va être excellent pour la suite des choses. Ces 2 jeunes joueuses, comme je le disais, donc imaginez, dans les 10 prochaines années, ils peuvent
faire un bon bout de chemin puis remporter leur lot de tournois. Je sais, sans leur mettre de pression non plus, là, mais oui. ça serait le fun, ça serait positif, on va le dire comme ça. On dirait pas non. Tennis Canada serait très content d'avoir deux joueurs qui compétitionnent autant. Tu sais, on le voit beaucoup avec Milos Raonic qui a été quand même assez bon dans les dernières années. Donc au tennis féminin, ce serait le fun d'avoir des filles qui compétitionnent. On sait Andreescu qui avait surpris tout le monde au tournoi. C'était de Montréal, si je ne me mêle pas, qui avait remporté. Ouais. Donc, puis tu sais, elle avait remporté également le US Open face à Serena Williams une certaine année également, l'an passé ou il y a 2 ans. De mémoire, je ne sais pas par cœur. Je pense qu'il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, ça aurait plus de bon sens. Tu sais, Tennis Canada dirait pas non à avoir du succès sur le tennis féminin, mais on regarde ça. Tennis Shapovalov également, Félix Auger-Aliassime. Ouais. Le tennis au Canada, je vais le dire comme ça, est en santé. Là. Ça va bien. Mm-hmm. Ça va mieux que ça allait. Là. Ah oui, littéralement. Puis, tu sais, Bianca Andreescu, là, pour le mentionner comme ça, je sais que ça va se passer samedi. Donc, au moment que le podcast sera déposé en ligne, ben, ça va avoir été fait. Mais nous, au moment de faire ça, Bianca Andreescu en s'en va en finale à Miami. Okay. La finale est demain, samedi. Là. Mais hier, dans la nuit, elle a gagné son match de demi-finale en 3 manches serrées, 7-6, 4-6 et 7-6 encore. Vraiment, Bianca Andreescu est solide comme le rock, on va dire comme ça. Mais elle va affronter la raquette numéro 1 mondiale, Ashley Barty, un défi de taille. Mais si c'est quelqu'un qui est capable de le faire, c'est bel et bien Bianca Andreescu, elle est vraiment solide. En espérant qu'elle remporte au moment du podcast, en souhaitant que Bianca Andreescu pour réussir, ben c'est pas un miracle, mais tu sais, si c'est possible, elle réussit à battre la première raquette mondiale, on le souhaite. Oui, tout à fait, ça serait tout un exploit. Exactement. Ça faisait le tour pour ce mois-ci par rapport au sport que tu voulais nous parler? J'aurais 2 petites nouvelles. Parler vite de l'Impact. C'est plus l'Impact, c'est pas vrai. Le CF Montréal, on se rappelle. C'est ça. Il fallait que ça sorte au moins une fois. Là. À la fin du mois de février, on se rappellera que Thierry Henry avait quitté ses fonctions d'entraîneur-chef. Au mois de mars, il a été remplacé à l'interne. Wilfred Nancy prend le rôle d'entraîneur-chef. Ça s'est passé le 8 mars que ça a été annoncé, ça. Wilfred Nancy, c'est un entraîneur d'expérience parce qu'il est avec le jargon du CF Montréal depuis 2011. Donc, il a fait son temps et enfin, il aura sa chance comme entraîneur-chef. Donc, la saison du CF Montréal débutera contre le Toronto FC le 17 avril prochain. J'ai déjà hâte de voir ça si on aurait une bonne équipe, ce serait le fun. Mm-hmm. Puis finalement, les Raptors, le 25 mars dernier, c'est la date limite des transactions dans la NBA au basketball. Et Norman Powell, un garde, c'est un joueur vedette également là, pour les Raptors, a été échangé à Portland en retour de Gary Trent-Fils et Rodney Hood. Et Kyle Lowry, l'autre joueur vedette, l'image de la franchise présentement, on va le dire comme ça parce que c'est littéralement ça, ben lui demeure. On l'a conservé. Puis malgré que ça ne va pas très bien pour les Raptors, 18 victoires, 30 défaites, on est 11e sur 15 dans la division de l'Est. C'est difficile. Mais on a laissé partir Powell pour le mieux de l'équipe. Et Kyle Lowry demeurait parce qu'on n'a rien eu d'intéressant en retour. Mais, pour vrai, si on est capable de conserver Lowry puis partir autour d'un gars comme ça parce que c'est un gars très talentueux, je pense que c'est peut-être la bonne décision pour les Raptors et on va leur souhaiter le meilleur, évidemment. Oui, évidemment. Merci beaucoup, James, pour cette analyse du mois de mars. C'était super intéressant. J'espère que les auditeurs aussi ont apprécié de Radio Tom. Et puis, on se dit au mois prochain pour analyser le mois d'avril. Donc, tu vas avoir une journée de mois à couvrir. Peut-être que ça va être un petit peu moins chargé. On verra. Peut-être que ça sera un mois plus chargé. Mais en tout cas, c'était très bien intéressant. Merci encore. Merci beaucoup, Thomas. Puis, je sais que les auditeurs de Radio Tom, c'est probablement des gens de la capitale nationale. Ouais. Les Remparts de Québec débutent leur série éliminatoire cette semaine, le 8 avril plus précisément. Contre la rivalité de toujours, l'Océanique de Rimouski. Ça promet, c'est mon mot de la fin. Rempart Océanique en série de la Ligue d'hockey junior major du Québec. Merci beaucoup, Thomas. Salut tout le monde. Ça m'a fait plaisir. Super première chronique de James au niveau du sport. J'espère que vous avez aimé. Mais maintenant, on retourne en musique juste avant d'aller rejoindre Charles, qui d'ailleurs va nous parler de qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la musique au mois de mars. Et on va aller écouter un artiste qui a sorti un EP de 8 chansons. C'est son 3e album en carrière. Ben plutôt 4e, mais c'est plus un 3e parce que son premier était un album de groupe. Donc on peut pas compter ça comme un vrai album. Mais son 3e projet solo, je parle bien de l'artiste White Bee qui a sorti le double vision de 8 chansons et j'ai envie de vous faire entendre la chanson Infréquentable car il a sorti le clip de cette chanson-là dernièrement, soit le 1er avril, donc évidemment c'était pas au mois de mars, mais ça a été une très bonne chanson qui a été beaucoup écoutée et beaucoup disent que c'est surtout une de ses meilleures au niveau de l'album. Donc un artiste québécois, on encourage le local, pourquoi pas. Un autre artiste que je vous fais découvrir, on est passé du métal tantôt avec Above, la chanson de Between Sleep and Dead. Pourquoi pas aller écouter White Bee avec Infréquentable. Donc c'est sur les ondes de Radio Tom.
Toujours avec les mêmes gars qui sont pas très fréquentables. Dans le bendo ou dans des endroits que tu fréquentes pas. J'accepte au cœur en cœur à part si c'est rentable. Y'a plus de stock à temps, il faut que j'appelle mon contact. Ils peuvent pas nous suivre gros, on est loin. J'attends toujours celui qui veut m'allumer. Viens en bas, on débarque et on se présente pas. J'suis dans le chapas, il faut que je lui offre tout, après j'en parle. Frère, non j'ai plus les mots, elle veut que je l'appelle Myanmar. Là d'où je viens, l'amour est mort, elle baisera un autre le jour de tes noces. Hey, que de la qualité pour les costumes, les diables en personne joue le costume. Tu veux le produit, le prix est fixe, pourquoi tu négocies? Devant l'autorité, gros manque de politesse, saut de vitesse sur la métropolitaine, peut-être en état d'ivresse, solitaire. Gagner c'est ma seule idée, gagner c'est ma seule idée, solitaire. Sur le terrain sans m'y perdre, sur le terrain sans m'y perdre. Elle aime tout ce qui est à la mode, elle dit qu'elle est down avec moi, la vie jusqu'à la mort. Elle roule en foreign, elle aime sortir tard la nuit. Son ami veut venir mais elle sait que je paranoïe. Elle sait que je paranoïe, je lui ai dit c'est ça ma vie. C'est normal que la police enquête, y'a que des kilos dans la caille. J'appelle le Wells, il me dit qu'il y a mes 8 dans la carte. Tu parles fort, donc c'est normal si on t'accatch. Salaud y'a que le 514 à ma table. Toujours avec les mêmes gars qui sont pas très fréquentables. Dans le bendo ou dans des endroits que tu fréquentes pas. J'accepte au cœur en cœur à part si c'est rentable. Y'a plus de stock à temps, il faut que j'appelle mon contact. Ils peuvent pas nous suivre gros, on est loin. J'attends toujours celui qui veut m'allumer. Viens en bas, on débarque et on se présente pas. J'suis dans le chapas, il faut que je lui offre tout, après j'en parle. J'attends toujours celui qui veut m'allumer. J'suis avec toute le gang, prépare une très grande table. Tu veux ta dose, gros, tout est tarifié. Toujours avec mes gars peu fréquentables. Diva, elle veut faire la diva. J'la baisse ce soir et elle me veut pour la vida. Nina, Nina, dans la sacoche Nina. On veut juste mettre la famille bien au final. Oh maman, pas de retour en arrière, telle est ma vision. Oh là là, la technique est propre, on veut faire du sale. Oh maman, mes ennemis me voient juste à la télévision. Oh là là, la rue te fait passer du rire au larmes. Ouais, j'ai fait du mal mais j'avais mes raisons. À 17 ans j'étais déjà boss de mon réseau. Avant ils disaient que j'étais une déception. Maintenant ils me voient comme une exception. Toujours avec les mêmes gars qui sont pas très fréquentables. Dans le bendo ou dans des endroits que tu fréquentes pas. J'accepte au cœur en cœur à part si c'est rentable. Y'a plus de stock à temps, il faut que j'appelle mon contact. Ils peuvent pas nous suivre gros, on est loin. J'attends toujours celui qui veut m'allumer. Viens en bas, on débarque et on se présente pas. J'suis dans le chapas, il faut que je lui offre tout, après j'en parle. On va maintenant rejoindre Charles Boisvert. Vous le connaissez, il a longtemps été chroniqueur sportif à Radio Tom. Et comme je vous ai dit en intro d'émission, c'est un changement pour lui. Il devient maintenant chroniqueur musical à Radio Tom. Je suis très content de le retrouver. Salut Charles, comment ça va? Ça va super bien. Un nouveau défi, on se diversifie un peu et j'ai hâte. C'est ça exactement. Ça va te permettre de connaître plus sur la musique. Puis tu as l'air très enjoué à faire ça. Donc je suis très content de savoir que tu peux un peu te diversifier. Puis peut-être que tu te connais aussi bien en musique qu'en sport, qui sait? On verra. On verra bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux nous parler, Charles? Je vais te laisser ta chronique à toi. Le premier sujet que tu vas aborder avec nous, on a beaucoup de choses à parler. Dans le mois de mars, il y a eu beaucoup de nouveautés musicales. Aussi, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été annoncés. Je te laisse la parole. Oui, d'abord, je vais commencer à parler par parler des Grammys. Les Grammys, c'est comme un peu l'équivalent de la disque au Québec. C'est ou des Junos au Canada. C'est vraiment le gros gala des États-Unis qui récompense la chanson. Le gala avait lieu là, à Los Angeles le 14 mars dernier. Il était prévu en janvier, a été reporté à cause de la COVID. D'ailleurs, une grosse controverse qui a frappé les Grammys avant même le début du gala, c'est The Weeknd, le célèbre artiste canadien qui a été complètement ignoré par les Grammys cette année. C'est fou, la manière dont ça marche, c'est que les artistes envoient leurs chansons aux Grammys, puis dans le fond, les Grammys prennent les meilleures chansons et ils vont des nominations et ensuite des galas. Tout ça est décidé par l'Académie. L'Académie qui est dans le fond ceux qui j'ai envie de dire, qui régulent, mais non, qui, dans le fond, qui jugent les chansons aux États-Unis. C'est un peu le jury, là.
Oui, exactement ça. Puis The Weeknd a été complètement ignoré, alors que on le sait tous, là, son album After Hours a été un succès international en 2020. La chanson Blinding Lights a été la meilleure chanson de l'année dans presque toutes les palmarès. Fait que c'était un peu incompréhensible. Donc une petite controverse là, qui a frappé les Grammys, une grosse controverse qui a frappé les Grammys avant même le début du gala. Et quelques jours avant le début des Grammys, The Weeknd a annoncé que dans le futur, il n'enverrait plus ses chansons aux Grammys. J'ai dit qu'il fallait comme envoyer ses chansons. Fait que dans le futur, on ne verra plus là, The Weeknd aux Grammys. Il va boycotter, dans le fond, ce gala-là jusqu'à nouvel ordre. C'est-tu une première dans le monde de la musique qu'il y a un artiste qui décide de boycotter les Grammys? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Ça me surprendrait que ce soit arrivé à un autre moment. Ouais, mais c'est juste que c'est un grand artiste, là. C'est pas quelqu'un de fâché, admettons, qui a juste fait une chanson et qui se dit « J'ai pas gagné, je le méritais » mais dans le fond, tu commences, tu peux pas gagner tout de suite. Oui, tout à fait. Parlons de la soirée maintenant, du gala en tant que tel. Vraiment, la thématique de la soirée, ça a été, j'ai envie de dire, place aux femmes. Parce que vraiment, ceux qui se sont le plus démarqués dans le gala, c'est surtout des femmes. D'abord, Beyoncé a remporté 4 Grammys dans la soirée. Et ces 4 Grammys-là ont fait en sorte que c'est rendu la femme la plus récompensée de l'histoire dans le fond, de l'histoire des Grammys. Elle en a maintenant gagné 28 en carrière. C'est ex-aequo au 2e rang de l'histoire. Le premier est à 31. Donc, très possible là, que Beyoncé devienne, dans le fond, la plus grande artiste américaine si on se fie là, aux Grammys. Sinon, d'autres gagnants de la soirée, rapidement, Megan Thee Stallion a gagné 3 Grammys, dont celui de la meilleure nouvelle artiste. Billie Eilish a gagné 2 Grammys, dont le prestigieux enregistrement de l'année. Dans le fond, c'est comme le prix qui récompense l'interprète d'une chanson. Et elle a gagné avec Everything I Wanted. Sinon, Taylor Swift a gagné pour la 3e fois de sa carrière l'album de l'année. Cette année avec Folklore, un album qui est paru, si je ne me trompe pas, au mois d'août, au mois de juillet. Donc, pour la 3e fois de sa carrière, c'est la première dans l'histoire à avoir gagné 3 fois l'album de l'année. Et au niveau des performances, parce que oui, c'est un gala, il y a des remises de prix, mais il y a aussi des performances. Et plusieurs artistes en ont donné plein la vue là, dans leurs performances. D'abord, Dua Lipa a été très encensé par la critique suite à sa performance. Lil Baby également. Et une prestation très sexy de Megan Thee Stallion et Cardi B ensemble. Là. Ça, c'était... Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça limite leur affaire. J'étais comme, sérieusement, là, c'était... J'ai l'impression que 2 hommes auraient fait ça, mettons, avec des danseuses femmes, ça aurait été le chaos, ils se seraient fait ramasser, leur carrière a été finie. Mais 2 femmes qui se prennent pour des objets sexuels sur scène, ça a genre super bien passé, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? La performance était grandiose en tant que telle, mais plusieurs l'ont trouvé vulgaire, donc c'est sujet à débat, mettons. C'est ça, exactement. Fait que ça faisait le tour un peu pour ce qui est des Grammys. C'est parfait. Oui. Au niveau des nouveautés, qu'est-ce qui est sorti ce mois-ci? Oui, d'abord, le 5 mars, on a eu un gros combat pour, dans le fond, la meilleure nouveauté de la semaine. Je t'explique rapidement. D'abord, mars a commencé avec, justement, le 5 mars, le premier vendredi de mars. C'est, dans le fond, les vendredis, c'est le moment où les artistes lancent leur nouvelle chanson. Mm-hmm. Et le premier vendredi de mars, on a eu d'abord Silk Sonic. C'est quoi Silk Sonic? C'est un nouveau band formé de 2 figures bien connues de la musique, soit Bruno Mars et Anderson .Paak, qui ont décidé, dans le fond, de s'allier pour sortir un album qui va sortir bientôt, qui s'appelle An Evening with Silk Sonic. Et ils ont dévoilé leur premier single ensemble, qui s'appelle Leave the Door Open. C'est une pièce vraiment R&B, relax, feel good. C'est une très bonne chanson. Et sans doute que cette chanson-là aurait débuté numéro 1 au classement Billboard. Là, n'a été une grosse nouveauté, dans le fond, d'autres grosses nouveautés qui ont sorti la même journée. Rapidement, pour Bruno Mars, là, c'est son retour parce que son dernier album, 24K Magic, est sorti en 2016. Donc, ça fait quand même longtemps une bonne période d'inactivité. Et là, de retour, fait que, on s'attendait à ce que les Américains streament beaucoup la chanson, l'achètent beaucoup pour que ça débute au numéro 1. Mais attention, un certain rappeur canadien nommé Drake en a décidé autrement. Il a sorti un mini EP là, de 3 albums qui s'appelle Scary Hours 2. Qui comprend entre autres la chanson What's Next, dont un vidéoclip là, a été sorti. Et vraiment, Drake est tellement populaire au Canada, aux États-Unis. Donc, les 3 chansons parues sur l'EP ont les 3 débuté finalement 1, 2, 3 dans le classement Billboard.
ce qui est une première dans l'histoire, un fait remarquable pour le rappeur canadien. Donc, c'est déjà arrivé que le même artiste ait les positions 1, 2, 3, mais que les trois débutent dans le classement aux positions 1, 2, 3. C'était du jamais vu. Donc, Leave the Door Open de Silk Sonic a commencé au numéro 4. Et cette semaine-là, au début du mois de mars, là, a mis fin à la domination de l'ouragan Olivia Rodrigo qui menait le classement depuis 8 semaines avec Driver's License. Quand même 8 semaines au top, c'est fort. Pour sa première chanson en carrière, dans le fond. Fait que c'est d'autant plus impressionnant à cause de ça. En espérant qu'elle ait une grosse carrière, parce que des fois, des artistes qui font un hit en commençant, genre restent sur place puis montent pas, en espérant qu'elle monte puis qu'elle continue à avoir des succès. Oui, on lui souhaite. Rapidement, prochain sujet, je dois parler, même si c'est pas un artiste là, que je capote dessus autant que certaines personnes, je dois parler du nouvel album de Justin Bieber qui est sorti vendredi passé, donc le 19 mars. L'album s'appelle Justice. C'est certainement un festival là, de la musique au mois de mars. Justice succède à Changes qui est paru en février 2020 dans la discographie de Justin Bieber. C'est deux albums complètement opposés. Changes étant un album là, plus R&B rap, tandis que Justice est vraiment pop, vraiment lié avec plusieurs chansons mollo qui parlent d'amour. L'album comprend des collaborations intéressantes avec entre autres Khalid, The Kid Laroi, Daniel Caesar, Given et Chance the Rapper. Donc le classement Billboard de cette semaine-là n'est pas encore sorti au moment d'enregistrer, mais sans doute là, que Justice va débuter au numéro 1 du classement des albums et peut-être même au numéro 1 au classement des chansons avec le morceau Peaches là, en collaboration avec Daniel Caesar et Given. Parfait, ça. Rapidement, avant de finir, tu veux me parler de deux événements qui s'en viennent. Il y a le FE. Tu veux me parler surtout, en tout cas, du FEQ, qui a annoncé un genre de mini-festival à l'intérieur. En tout cas, il va y avoir 4 spectacles en l'espace de 2 fins de semaine. Il va en avoir 12 des spectacles. 12, ouais, c'est 4 soirées. Sur 4 dates, oui, tout à fait. Ça. Donc, le fait qu'a annoncé des concerts en présentiel à l'Impérial Belle de Québec. Donc, c'est le 2, 3, 9 et 10 avril. Donc, dans le fond, le premier vendredi, samedi des 2 premiers week-ends d'avril, on va avoir dans le fond, des soirées avec, je pense, 3 shows en live. C'est vraiment, les billets sont en vente. Si tu peux aller à l'Impérial, c'est dans le respect là, des consignes de la santé publique. Et pour ce qui est des artistes, c'est surtout des artistes émergents. Personnellement, je connais pas vraiment ceux qui... dans le fond, ceux qui vont se produire dans ces concerts-là. Mais c'est vraiment... c'est une belle opportunité de non seulement découvrir des nouveaux artistes, mais aussi de se remettre dans le bain des spectacles, puis d'enfin voir des spectacles après un long moment en zone rouge passé sans pouvoir en... Et ensuite, si je peux me permettre d'ajouter, quelque chose d'autre qui marque le Québec dans le monde de la musique présentement, c'est Star Academy. C'est une compétition dans laquelle, à chaque semaine, 3 artistes chantent pour garder leur place à l'Académie. C'est le dimanche à 19h à TVA. Il y a beaucoup d'artistes invités, beaucoup de prestations. Donc, pour les amateurs de musique, ça peut être très intéressant pour vous. Dans le fond, c'est comme des shows à la télé. Là. C'est vraiment des jeunes artistes talentueux qui chantent des chansons avec des invités qui ont soit marqué la musique ou qui sont un peu émergents dans ce cas-là. Puis c'est très intéressant à voir. C'est bon, ça. À chaque semaine, on va mettre ce concept-là. Tu vas nous présenter la chanson qu'on va diffuser dans le podcast. Cette semaine, tu vas nous présenter justement la chanson du groupe que Bruno Mars a créé, Silk Sonic. Silk to Sonic, c'est ça? Silk Sonic. Silk to Sonic, exactement. Leur première chanson qui est sortie. Alors, je te laisse la présenter pour conclure ta chronique. Oui, dans le fond, comme je l'ai dit tantôt, là, Silk Sonic, dans le fond, Leave the Door Open, c'est le premier single du groupe Silk Sonic. Ça marque le retour de Bruno Mars. C'est une chanson là, déjà qui est très populaire aux États-Unis, qui est beaucoup stream, qui est beaucoup achetée. C'est une très bonne chanson, puis sans doute que les radios là, vont l'ajouter de plus en plus. Donc, vous l'entendrez peut-être pour la première fois à Radio Tom, mais sans doute pas la dernière. Donc, Silk Sonic, c'est un groupe formé de Bruno Mars, Anderson .Paak, leur lead single, Leave the Door Open, de leur album qui s'en vient. C'est vraiment à ne pas manquer parce que Bruno Mars, c'est un artiste marquant qui sort hit après hit. Là. Parfait, ça. Donc, on va aller écouter la chanson sur Radio Tom à l'instant. Merci beaucoup, Charles, pour cette chronique-là. Puis on se dit, pas à la semaine prochaine, au mois prochain, tout simplement, lors du prochain podcast. Merci encore d'être venu, puis c'était une super chronique. Ça fait plaisir.
in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. Let you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. Ooh, you're so sweet, so tight. I won't bite unless you like. If you smoke, I got the haze. And if you're hungry, girl, I got fillets. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Let you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. La 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 la, I need you, baby. La la la, la 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 la, I got to see you, baby. La la la, la 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 la, girl, I'm trying to give you this. Hey, I'ma leave my door open. I'ma leave the door open, baby. I'ma leave my door open, girl. And I'm hoping that you feel the way I feel and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming C'est ce qui conclut le podcast du mois de mars. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ce concept. Un petit retour d'actualité. Après ça, on s'en va au sport avec James et en musique avec Charles. J'espère que vous avez aussi aimé les découvertes qu'on vous a faites. On vous a présenté au niveau de la musique. Charles vous a présenté justement la chanson Leave the Door Open de Bruno Mars et Anderson .Paak. D'ailleurs, leur album qui sera bientôt disponible. On a tous hâte d'entendre ça. On a tous bien hâte, excusez-moi, petit problème de prononciation. J'espère que vous avez aimé la chanson Infréquentable de White Bee, un artiste de Montréal qui a vraiment un talent fou et qui est dans le milieu du rap depuis un bon 6-7 ans. On espère qu'il va continuer à aussi bien représenter Montréal, comme on dit souvent, il put MTL on the map quand on parle au niveau du rap. Sinon aussi, j'espère que vous avez aimé la chanson Above de Between Sleep and Dead. Encouragez donc ce groupe-là. C'est un groupe de Québec en plus. Donc voilà. Ça fait le tour pour l'émission. Donc, beaucoup d'informations que je vous ai données. J'espère que ça n'a pas été trop pour vous. Si vous avez des suggestions, ça vous tente justement de discuter. Si vous êtes un jeune et vous avez envie de me dire comment est-ce que vous avez vécu ça le dernier mois, le mois d'avril par rapport au confinement, ben, écrivez-moi par l'entremise de la page Facebook de Radio Tom ou sinon par courriel au tomradio2@gmail.com. Je répète, tomradio2@gmail.com. Tom, c'est Thom, comme quand on écrit Radio Tom. Donc voilà.
ou sinon tout simplement par mon Messenger, si vous m'avez en privé, là, Thomas Beauchemin, pour qu'on discute et puis que je puisse vous rajouter à la discussion de justement comment est-ce qu'en tant que jeune, vous vivez cette fameuse crise, ce 3e confinement forcé dans la ville de Québec et Lévis. Si vous êtes à Gatineau aussi, pourquoi pas? Ça serait bien d'avoir des jeunes d'un peu partout. Donc voilà, gênez-vous pas, envoyez-moi un petit message, ça va être très intéressant. Sur ça, passez un beau mois d'avril tout le monde. J'espère que vous reparlez bientôt. Sinon, peut-être que des petits Facebook Live viendront au courant du mois. Sinon, vous pouvez toujours me suivre en mode Rap NB avec Sequoia. Tous les dimanches, 15h, c'est les ondes de Sequoia FM 88,3. Ou sinon, le lundi matin, vous pouvez me suivre à Radio X, choix Radio X avec Dominique Moret, à l'émission Morelave, dans ma chronique Morelave Junior, tous les lundis 7h15 AM, ou avec Alexandre Desrosiers et Véronique Lévesque à l'émission Café Choc sur les ondes de Choc FM 88,7, où est-ce que j'ai fait ma chronique politique à 8h18 AM. Sur ce, ça fait le tour et puis je vous remercie encore d'avoir été là. Vous pouvez me suivre sur tous les médias sociaux aussi pour plus d'informations. C'est là que je mets tous mes chroniques, donc si jamais vous les manquez, vous les retrouvez sur ma page personnelle où est-ce que tout est disponible là. Sur ce, je tiens aussi à féliciter parce que je sais que le 1er avril, beaucoup de lettres d'admission ont été remis par rapport au SRAC. Tous les jeunes qui ont été admis au cégep, les jeunes de secondaire 5, félicitations à vous, on lâche pas. On n'est pas une cohorte facile pour graduer, mais j'ai une pensée pour vous. Donc voilà, puis j'ai une pensée aussi pour tout le monde, pas juste les jeunes, mais pour tout le monde. Ça sera pas facile le mois d'avril. On lâche pas en espérant que ça se termine le plus rapidement possible et puis on va s'en sortir de cette crise-là. Grandi, on verra bien. Mais en tout cas, on va s'en rappeler, comme dit le slogan du Québec, je m'en souviens. Sur ce, bon mois d'avril tout le monde. Merci beaucoup.